Très bien. Bonjour à tous. On a le plaisir de clore le retour d'expérience client. Donc, je m'appelle Christophe Millot, je suis chef de projet au sein de la CNAF, de la DSI de la CNAF. Je suis accompagné par... Voilà, bonjour à tous, Christophe Roussel, architecte DSI CNAF. Donc, on va vous présenter le projet sur lequel on travaille et qu'on met en œuvre actuellement. Donc, c'est un portail dédié à nos partenaires. Alors, l'originalité de ce portail Liferay, c'est qu'en fait, il s'inscrit en même temps dans la modernisation de notre système d'information. Donc, il arrive à un moment où on est dans une transformation digitale, comme pas mal de sociétés. Et du coup, ce portail Liferay s'intègre complètement dans cette transformation, donc au niveau du portail, mais aussi au niveau des différentes couches d'architecture. Donc, on va commencer par quelques chiffres clés de la CNAF. Après, on vous partagera les enjeux, les challenges auxquels on doit faire face. On fera un zoom sur la solution technique. On ne rentrera pas dans le détail des services métiers qui sont offerts à nos partenaires. Donc là, c'est des applications de gestion. Il n'y a pas vocation à vous présenter le type de service qu'on offre à nos partenaires. Mais par contre, la particularité des évolutions et des couches techniques. Et puis, à la fin, les gains qui sont mesurés à ce jour. Donc, la CNAF, on va la présenter, donc Caisse nationale d'allocation familiale. Donc, en fait, on représente les allocs, les allocations familiales, la branche famille, au sein de la sécurité sociale. Il y a un réseau de 102 caisses sur la France, 103, 102, on ne sait plus trop là. C'est en train de changer. On vous a mis quelques chiffres quand même pour situer un petit peu nos usagers. Nous, on ne dit pas clients, on dit usagers, on dit allocataires. Donc 12 millions d'allocataires, ce qui représente à peu près 31 millions de bénéficiaires, donc 31 millions de personnes qui adressent nos services en ligne. Et puis au niveau somme, au niveau des masses, 87 milliards d'euros de prestations versées. Donc on est vraiment une administration, on est dans la sphère sociale. Tout le monde doit connaître au moins les résidents français, les prestations qu'on verse, les allocations familiales, l'allocation logement, le RSA, la prime d'activité, etc., etc. Et puis toute la sphère de l'action sociale. Et donc, on va vous présenter, comme on l'a dit, l'une de nos offres pour nos partenaires. Alors, on va peut-être définir ce que c'est partenaire, parce que c'est pas forcément clair. C'est quoi un partenaire de la branche famille aujourd'hui ? Et avant le projet, bien sûr. Peut-être on va faire un petit zoom aussi par rapport à la DSI. Alors DSI, oui, on n'a pas préparé ce slide sur la DSI parce qu'on voulait vraiment être sur le retour d'expérience de l'offre portail partenaire. Pour situer les masses aussi au niveau DSI, on est à peu près 900 personnes réparties sur toute la France avec à peu près 300 prestataires externes. Sinon, après, on est 40 000 agents, 40 000 collaborateurs. Voilà, j'ai tout dit. T'as tout dit, c'est parfait. Très bien. Donc, en effet, nos partenaires, ce ne sont pas nos allocataires, bien qu'un allocataire peut être aussi un partenaire. Alors, ça fait une vingtaine d'années qu'on offre des services à nos partenaires. Ça s'est fait petit à petit par rapport à des demandes métiers, et vraiment des demandes métiers assez ciblées. Il n'y a pas eu, on va dire, ça s'est fait au fil de l'eau. Une maîtrise d'ouvrage avait un besoin par rapport à des partenaires qu'elle adresse, soit sur l'aspect réglementaire, soit sur l'action sociale. Et petit à petit, aujourd'hui, on a un portefeuille d'une vingtaine d'applications, de services métiers. Et ces applications-là se sont faites quelque part de manière complètement isolée. Donc aujourd'hui, on a un patrimoine très hétérogène. L'offre est peu lisible, c'est très segmenté. Et par rapport à ça, vous voyez aujourd'hui, en haut, on a différents sites, finalement, qui n'ont pas de lien entre eux, avec des chartes graphiques complètement différentes. Certains sites sont hébergés en interne, d'autres en externe. On a des habilitations différentes, pas pour tous. Il y a eu un effort de consolidation, mais si on caricature, on a quasiment un système d'habilitation par type de service métier. Alors ça offre certains avantages, en particulier le fait de pouvoir avoir un principe d'habilitation de nos partenaires sur mesure.
et ça plaît à nos maîtrises d'ouvrage. Mais ça a aussi beaucoup de contraintes et ça a un coût quelque part un peu énorme d'avoir, puisque après un service, une fonctionnalité qu'on adresse à un type de partenaire n'est pas disponible pour d'autres, il faut la dupliquer. À chaque fois qu'on a une évolution réglementaire, il faut la dupliquer sur la majorité, l'ensemble des services. Donc voilà, l'ambition qu'on a, c'est de créer un portail unique qu'on appelle Mon Compte Partenaire, puisque pour les allocataires, on a une offre qui s'appelle Mon Compte, donc on essaye de garder ce titre-là. Donc là, c'est offert à nos partenaires. Alors ça fait un petit moment que la CNAF réfléchissait à mettre en place ce type de projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on a des services qui fonctionnent, offerts à nos partenaires, et du coup, il n'y avait pas une urgence particulière par rapport à ça. Il fallait trouver un élément moteur, des choix structurants par rapport à ça. Donc les opportunités qui se sont ouvertes à nous et pourquoi on a lancé le projet, c'est déjà qu'il y a une volonté de notre directeur général de mettre en place un écosystème digital et environnement numérique. Donc on le voit mieux à travers ce petit schéma. C'est l'idée, il veut vraiment qu'il y ait une identité visuelle commune à l'intégralité de nos portails. Donc on a notre portail dit usager pour nos partenaires, pour nos allocataires, pardon, un portail institutionnel pour nous, les agents. Et donc voilà, la cible, c'est bien d'avoir un portail aussi partenaire unique, dédié à l'ensemble, à cette population. Donc, et on retrouve bien une même identité visuelle avec une déclinaison de couleurs. Mais voilà, du coup, c'était un point important, fédérateur, et donc on est obligé d'avoir un seul point d'entrée unique. Après, le deuxième point important, c'est qu'il y a une volonté aujourd'hui de réduire les coûts et donc d'aller vers l'intégration d'outils open source. Et puis aussi, par rapport à notre existant, on avait quelques problématiques en termes de sécurité. On a des contrôles par la Cour des comptes. Et en particulier, on avait une application qui est très utilisée par nos partenaires, sur lesquels on a fait des améliorations. Mais en tout cas, on avait un veto de la Cour des comptes de la faire évoluer en l'état. Donc il fallait absolument aussi travailler sur d'autres solutions plus modernes et plus sécurisées. Donc, quand on a commencé la réflexion, il y a eu des études qui ont été menées par notre partenaire Atos, qui a travaillé un peu, fait une étude de marché par rapport aux différents portails open source. Et donc, on a pris le choix de partir avec Liferay Enterprise, donc dès mi-2015. On a aussi fait le choix de confier la conception et la réalisation du portail à Atos. Donc, on a complètement externalisé la conception et les développements. Par contre, on héberge et on exploite cette solution au sein de notre infrastructure DSI. Alors, on a pour ambition, donc, c'est les principales RIC. Donc, ce qui est important dans notre portail, et nous, c'est la gestion des habilitations de nos partenaires. Voilà. Un partenaire, aujourd'hui, peut accéder à plusieurs services de notre système d'information. Aujourd'hui, on voyait bien qu'il avait quelque part un compte distinct par type d'applicatif. Donc là, on centralise ça, on lui permet d'accéder à un bouquet de services quelque part. Et puis, la difficulté, c'est, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a un système d'habilitation sur mesure qui était fait un peu, c'est des systèmes d'habilitation maison. Donc là, on a essayé de se normaliser, de s'appuyer sur les fonctionnalités de Liferay, le système Airbag, avec une habilitation basée sur les rôles, qui a permis de structurer et de mettre à disposition un système d'habilitation générique qui répond à la majorité, on va dire, des contraintes de nos différents partenaires. Puisqu'on a un système d'habilitation un peu complexe basé sur des conventionnements, en fait, on a nos caisses en local qui passent une convention avec nos partenaires. Et à ce titre-là, donc il y a un accord de responsabilité entre les deux parties. Et après, on leur permet d'accéder à notre système d'information. Donc le lancement du projet, on a beaucoup œuvré sur notre système d'habilitation. Il y a une demande très importante, donc on travaille plutôt par lotissement. Donc on a un premier lot qui a été mis en œuvre avec le strict nécessaire et avec un focus bien particulier sur l'aspect réglementaire. On reviendra tout à l'heure par rapport à ça.
Donc, dès l'été 2016, on a ouvert notre premier service métier en phase d'expérimentation. Et puis, on l'a généralisé à l'ensemble donc, de notre réseau, de nos centres de caisse depuis janvier 2017. Et là, on est en montée, donc montée en puissance quelque part, puisque petit à petit, les utilisateurs qui utilisaient l'ancien service accèdent à ce nouveau portail et utilisent les nouveaux services. Donc ça, c'est vraiment la brique orange. Aujourd'hui, on se focalise sur l'aspect service métier. Mais en choisissant Liferay, on a vraiment pour ambition aussi de mettre à disposition d'autres fonctionnalités, en particulier gestion de CMS, mettre à disposition des bibliothèques de ressources pour favoriser l'autonomie de nos partenaires, avec pas mal de documentation, de l'aide en ligne, favoriser aussi les canaux de communication avec nos partenaires, et commencer à faire du collaboratif aussi avec eux. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu la typologie, les contraintes qu'on a par rapport à nos partenaires. Donc en cible, on aura à peu près 2 millions d'utilisateurs sur ce portail, et avec des usages un peu différents. Donc le premier service, c'est celui qui est en production, qu'on appelle consultation des dossiers allocataires, permet à nos partenaires en fait, d'accéder aux données des allocataires, alors sur une partie bridée, en tout cas allégée, et ça dépend, on va dire, du type de partenaire. De toute façon, par exemple, pour ce type d'application, on est obligé de déposer un dossier auprès de la CNIL pour montrer patte blanche sur la donnée même qu'on affiche à nos partenaires, par type de partenaire. Donc ça, c'est une utilisation très utilisée, et pour la majorité de nos partenaires, c'est une application qu'ils utilisent au jour le jour, en fait. C'est leur outil de travail. Ils n'utilisent certains, comme les assistantes sociales, utilisent quasiment que cette application-là. Donc ça, c'est un usage. Il y a pas il y a un nombre d'utilisateurs assez conséquent, 125 000, mais c'est un usage, un trafic important. Après, on a un autre type de partenaires, c'est les bailleurs physiques et les bailleurs moraux qui déclarent des loyers au sein de notre applicatif. Et là, on est plutôt sur, un peu comme la déclaration des impôts, sur une saisonnalité. Donc c'est une déclaration, c'est une campagne durant un temps bien précis, mais là, la volumétrie est énorme. Donc on a 1,5 million de bailleurs. Et après, on a plutôt des cas d'utilisation à la demande, entre guillemets, où il y a des accueils de loisirs sans hébergement qui font des demandes de financement auprès des caisses. Et donc, qui utilisent nos services pour faire ces demandes de financement ou pour saisir et suivre des demandes d'aide à domicile. Voilà un peu quelques exemples. Là, j'ai listé un peu le type de... il y en a beaucoup, mais c'est pour montrer un peu quelques exemples de personnes qui utilisent nos applications. Donc là, par rapport à ça, c'est pas des choses qui sont encore en ligne, mais c'est des choses qui sont en construction et qui vont être mises en ligne dès 2018. Alors, au niveau des enjeux, nous, c'est vrai qu'on ne vend pas de produits, donc on n'a pas de notion de ROI. Mais par contre, on a une contrainte forte de l'État. On a une réduction de nos effectifs dans nos agences. Aujourd'hui, on parle de 40 000, mais demain, ça sera 38 000 et ça va descendre petit à petit. Donc, ce qui est important, c'est que nos agents travaillent sur des travaux à forte valeur ajoutée. Par rapport à ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut qu'on donne des outils à nos partenaires qui leur permettent d'être autonomes. Donc des outils plus simples, plus intuitifs, mieux guidés, mettre à disposition, comme on disait, des fonctionnalités transverses. Aujourd'hui, on crée des fonctionnalités par type de portail. Là, on a un ensemble de fonctionnalités transverses qui seront disponibles à l'ensemble de nos partenaires. Et puis, il faut qu'on s'adapte aux nouvelles utilisations. Donc, c'est vrai que c'est des applications de gestion, comme je dis. Et la majorité, aujourd'hui, utilise ça via un desktop. Mais il y a de plus en plus de gens, maintenant, qui travaillent aussi avec des tablettes, puisqu'ils se déplacent chez les gens. Et donc, il faut qu'on s'adapte aussi à ces nouveaux modes d'utilisation. Sur l'aspect, sur le mobile, c'est un peu compliqué aujourd'hui quand même. C'est pas des applications qu'on peut utiliser sur un mobile, mais à terme, on a bien cette cible-là puisqu'on veut aussi leur mettre à disposition des téléservices pour faire des changements de situation quand ils changent de coordonnées, d'adresse, de RIB, des choses comme ça. C'est des choses qu'on peut mettre, qui existent pour nos allocataires et qu'on souhaite mettre à disposition de nos partenaires. Et donc l'offre Liferay répond à ce type
d'exigence. Et puis, donc, le deuxième moyen de répondre à cet enjeu métier, ça a été aussi de dire il faut qu'on améliore notre organisation au sein des caisses. Donc là, c'est plus de métier, mais à travers le système d'habilitation, on veut déporter l'administration des utilisateurs auprès des partenaires. Donc on change un peu le paradigme. Et puis aussi, on veut redéfinir un peu les rôles de gestion des habilitations de nos partenaires au sein des caisses. Donc voilà les deux grands enjeux métiers de notre côté, c'est de pouvoir mobiliser nos agents sur d'autres tâches. Alors, à côté de ces enjeux business ou métier, bien sûr, il y a des enjeux techniques. Comme l'a dit Christophe, on veut moderniser un petit peu notre offre. Donc, ça veut dire aussi que la DSI doit se moderniser. Donc, on a essayé de lister tous les enjeux en fait, qu'on a dû affronter ou tenir, en tout cas, au niveau d'une modernisation de notre IT. Donc, le premier, c'est bien sûr le socle technique. Il a fallu se moderniser, proposer un socle technique plus moderne. Très vite sont apparus, comme l'a dit Christophe, le choix d'une solution open source pour aller plus vite. Nous, en plus, on a des processus d'acquisition qui sont un peu longs. Donc, c'est vrai que l'open source, ça permet de très rapidement tester des solutions et d'aller plus vite sur le choix de la décision, notamment. En même temps, ça permet d'avoir, bien sûr, des standards, de suite prendre des solutions standards et de bénéficier, comme la communauté Liferay, d'une communauté open source très, très active. Convergence technique, on verra un tout petit peu plus tard, mais là aussi, on avait un vrai souci de proposer des solutions qui soient un peu uniques pour éviter d'avoir N systèmes, donc des systèmes hétérogènes. Donc ça, je pense qu'à partir du moment qu'on a des gros SI, on sait à peu près tous confronter à ces problèmes-là d'hétérogénéité en fait, des solutions. On a toujours un enjeu technique de scalabilité, de fluctuation en fait, des flux. Donc le système, il doit réagir à des pics de charge. Ça, on l'a systématiquement. On l'a sur le portail partenaire, on l'a évidemment sur le portail Café Faire, le portail usager. Bref, tout ce qu'on met en ligne, que ce soit des partenaires extranet, on va dire, ou de l'Internet, on a toujours un objectif de scalabilité. Donc il faut faire des campagnes de métro pour mesurer comment le système va, par rapport à un stress, un pic de consommation, va réagir. Bien sûr, moi je l'ai dit, ça rejoint solution open source, diminuer les coûts d'infrastructure, donc ça c'est lié à la convergence technique. Ça va aussi dans la suite parce qu'on avait des mainframes, et donc ça va dans la suite de abandonner ces mainframes. Donc là, on a terminé un gros projet juste avant le portail partenaire. C'était justement d'abandonner les mainframes pour aller sur une architecture plus classique, x86 Linux, VMware, et le portail partenaire s'inscrit également là-dessus, puisque lui, il tournait sur de la X, solution Unix IBM, et maintenant il tourne sur du Linux. Enfin, le troisième objectif technique, Christophe l'a rappelé d'un point de vue métier, mais c'était aussi un enjeu technique. Tout ce qu'on met en ligne doit être homologué RGS, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce d'exigence technique sur ce qu'on met en ligne, avec de la traçabilité. On doit tracer tous les accès, avec aussi tester la vulnérabilité en fait, de nos solutions, des tests d'intrusion, injection, cross-scripting, etc. Est-ce que les données aussi sont chiffrées? Est-ce que tous les flux sont chiffrés? Donc pour cette partie-là, on utilise SonarCube. Bon, on le verra peut-être, non, on le voit pas plus tard. Mais on fait des tests ZAP, OAPS, des choses comme ça, pour vérifier que nos IHM ne sont pas vulnérables. Donc ça aussi, ça fait partie des enjeux techniques du projet. Les challenges, tu vois? Alors, donc, du coup, les quelques challenges du projet, donc, c'est bien de s'inscrire dans une transformation digitale. On voit bien qu'on va avoir un impact sur toute l'architecture. J'en ai parlé tout à l'heure, une identité visuelle unifiée, donc avec cette volonté de notre directeur général d'avoir une marque Café Faire qui se décline, voilà, le portail usager, le portail Café Faire, c'est juste un jeu de couleurs quelque part. Le portail partenaire doit nous permettre d'être beaucoup plus réactifs, comme je disais, sur des évolutions réglementaires. On le verra de par notre infrastructure, on va l'implémenter à un endroit et ça sera partagé pour l'ensemble des services et des IHM. Et puis aussi, il y a une volonté, on a commencé d'ailleurs le projet sur une charte graphique, on est en train de passer à une autre charte graphique. On sent que voilà, la notion de charte graphique devient importante et va évoluer de
de manière beaucoup plus fréquente que par le passé. Donc par rapport à ça, il y a une nécessité d'avoir un portail unique et on verra les technos qu'on utilise. Et puis il faut qu'on s'inscrive sur le long terme, sur la pérennité. On a une première feuille de route sur 5 ans, mais on sait que de toute façon, notre existant, on a une feuille de route qui va déjà jusqu'à 2020, donc on va le faire petit à petit. Et puis le challenge qu'on a eu à travers ce projet, c'est aussi de changer nos méthodologies. Et à travers ce projet-là, on a introduit donc des concepts agiles, où on a beaucoup travaillé avec l'expertise métier de nos caisses en tant qu'utilisateurs, avec nos partenaires aussi. Donc on avait la possibilité de leur faire des démos suite à des sprints. Et puis voilà, c'est un partenariat aussi avec nos maîtrises d'ouvrage, puisque bon, on est quand même dans encore une culture maîtrise d'ouvrage, MOA, MOE, très forte, client-fournisseur, on va dire. Et donc le fait de passer sur ce type de méthodologie nous aide à casser un peu cette frontière et à être plus en mode partenarial avec nos maîtrises d'ouvrage. On va faire un petit zoom technique sur la solution mise en œuvre. Donc là, en fait, ce qu'on vous a présenté, c'est les 3 couches en fait, de la solution. On est parti tout de suite sur une solution multicouche, avec du front, du middle, et bien sûr, on a beaucoup de back, avec du Liferay. Et là, ce qu'on est en train de vous montrer, en fait, c'est qu'on est en train d'évoluer au niveau Liferay. On a commencé en fait avec une offre, ce qu'on appelait web classique, donc du développement Java classique avec JSF2 et Prime Faces pour la partie composants graphiques. Une couche service aussi relativement classique dans le monde Java avec des web services SOAP-XML. Et on est en train de faire évoluer en fait cette solution vers une intégration d'Angular Bootstrap dans les portlets, donc ce qu'on a appelé web moderne, développement web moderne, et une couche microservices, donc remplacer ou développer des nouveaux services, plus sous la forme de web services, mais sous la forme de microservices, dans une vraie architecture microservices. Au niveau techno, on utilise Spring pour faire les microservices, puisqu'en fait on a pris la stack Netflix OSS. Et tous ces composants, comme vous l'avez vu dans toutes les présentations, sont en mode API, REST, JSON. Donc là, on s'inscrit aussi un peu dans le mouvement actuel. Là, ce que j'ai essayé de vous représenter, c'est un peu la cartographie de notre cible. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'on va l'obtenir. Moi aussi, je n'ai pas de visibilité à 2 ans au niveau des SI. C'est très difficile. Mais ce que vous voyez en haut, c'est tous nos fronts, en fait. Une partie de nos fronts, et notamment les offres portail. Donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est voilà, pour situer Liferay, où est-ce qu'il est. Il y a d'autres portails, on l'a dit. Donc, il y a un portail métier qui est lui aussi assez vieillissant. Il va falloir qu'on s'y attaque un jour ou l'autre. Bien sûr, il y a le portail usager qui est en train d'être aussi refondu. Ce portail usager, c'est le Café Faire, donc c'est un gros portail, ça aussi. C'est dans le top 5 des portails, des sites, on va dire, administration française. Et il arrive, en termes de perspective, on va étudier le fait de propager Liferay sur ce portail CAF.fr. Pour l'instant, on a 2 objectifs, et comme l'a dit Christophe, il faut qu'on monte des services. Mais l'idée, c'est un peu ça, c'est que tous les portails tapent dans un gros middleware, microservice, API. On a aussi mis les API externes dans le cloud, puisqu'on peut aussi adresser, alors soit on adresse des partenaires qui fournissent des API et nous on va se plugger dessus, soit c'est nous qui allons publier dans un cloud nos API pour nos partenaires. Alors, ça peut être les 2 cas de figure. Et enfin, les bacs, qu'on essaye aussi d'apifier. Donc on demande à tous les fournisseurs de bacs de produire des API pour exposer les bases de données ou du code métier. Donc ça reste relativement classique. On a bien sûr un serveur vocal pour le téléphone, puisque un allocataire peut toujours nous appeler par téléphone et puis avoir des informations sur son compte par téléphone. Ça, on le garde toujours. Donc un SVI et des bornes qui récemment sont devenues des bornes tactiles pour un peu fluidifier les accueils dans les caisses d'allocation familiale et permettre d'avoir un accès rapide sur ne serait-ce que même des attestations. On n'est pas 100% des maths, on a encore besoin parfois du papier, les gens ont encore besoin d'une attestation papier, mais ils peuvent bien sûr récupérer ça sous forme numérique dans un point d'accueil. Là, c'est juste un zoom sur l'une des offres portail partenaire, l'offre Buyer.
Ça permet de voir un peu ce qu'on a utilisé au niveau artefact Liferay. On l'a dit, il y a une portette importante, c'est AppPPS, c'est la portette en fait, qui va gérer les habilitations. Ça, c'était le premier point technique et métier très très important. La portette CDAP, donc on l'a vu, c'est pour accéder aux données allocataires. Et puis récemment, la portette Offer Buyer, qui s'appuie vraiment sur une logique de service, et donc qui permet de s'interfacer en REST avec une gateway, une registrie. Donc ça reste relativement classique dans le monde des microservices. Et différents services Offer Buyer qui vont taper, alors soit sur des web services classiques, parce qu'on n'a pas tout réécrit, bien sûr, on doit s'interfacer avec un existant. Là, la partie peut-être qu'il faut noter, c'est qu'on a repris en fait le code Java, le code métier Java, et on l'a refactoré pour l'exposer en REST, pour aller beaucoup plus vite. Ok. Donc, on arrive au niveau des bénéfices attendus. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la diminution de la charge des agents en caisse, avec la baisse d'appel au support, une délégation de la gestion des partenaires. La satisfaction aussi de nos partenaires. Alors, les partenaires, eux, ce qu'ils attendent de nos outils, c'est une meilleure productivité. Et donc, ce qu'on va mesurer, c'est l'augmentation du taux d'utilisation. Le fait qu'ils puissent traiter, par exemple, plus de dossiers avec le nouveau portail qu'avec l'ancien service. On attend des gains aussi importants quand on va instancier de nouveaux services, puisqu'aujourd'hui, quasiment, on recrée une application avec toute son infrastructure, alors que là, cette fois-ci, donc on aura une administration simplifiée, puisqu'elle a été déjà pensée, et on s'appuie sur un socle technique, donc on devrait être beaucoup plus réactif. Et ça va nous permettre aussi de faire évoluer notre portail grâce à toutes les données qui seront consolidées, puisqu'aujourd'hui, on avait une difficulté à consolider l'utilisation de nos services par nos partenaires, et ça sera des outils d'aide à la décision. Donc voilà, pour conclure, les points clés de succès, c'est malgré tout, c'est des projets assez conséquents quand même, un sponsoring de la part à haut niveau, donc de la part des responsables DSI et maîtrise d'ouvrage. Au niveau maîtrise d'ouvrage, je ne l'ai pas dit, je crois, il y a une nécessité d'avoir une gouvernance différente, de ne pas être en silo. Il y a un vrai directeur de programme côté maîtrise d'ouvrage qui consolide bien ses besoins pour qu'il y ait une certaine cohérence sur les services, le portefeuille de services offerts à nos partenaires. De même sur l'aspect DSI. Donc le choix de Liferay qui apporte ce jour entière satisfaction. Donc on utilise les fonctionnalités de base par rapport à l'habilitation. On est en mode cluster en production. On a bien vu que tout ce qui est atelier de développement, on peut passer de JSF2 à AngularJS. Enfin tout ça se fait très rapidement. Et puis aussi il y a une montée en compétences assez rapide en fait des développeurs. Même quelqu'un qui connaissait pas Liferay, assez vite il devient opérationnel, et ça c'est un bon point. On s'est appuyé sur l'expertise, la forte expertise qu'a Atos. On travaille avec Atos dans le cadre d'un marché public sur notre portail usager et partenaire. Et c'est vrai que le fait qu'il soit un partenaire important de Liferay a été une vraie plus-value, puisque nous en interne on n'a vraiment aucune expertise, et même au niveau du déploiement, du tuning un peu de l'application, on s'est vraiment appuyé sur eux complètement à ce niveau-là. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est cette cible de synergie entre notre portail usager et portail partenaire. On va avoir on en a parlé tout à l'heure au niveau infrastructure, au niveau, on a pour ambition par exemple de réutiliser des services qu'on offre à nos allocataires pour nos partenaires. Et donc ça, on ne pouvait pas le faire avant. En tout cas, ce projet-là nous offre beaucoup de possibilités, d'opportunités en termes de fonctionnalités qu'on va pouvoir enfin offrir à nos partenaires. Et puis après, le dernier point, on en a parlé, c'est l'aspect agile, les concepts agiles qu'on a lancés. Et c'est une double satisfaction, nous, parce que c'est très intéressant de travailler avec, entre guillemets, le terrain. Et puis le terrain se sent aussi très valorisé d'être impliqué dans des projets DSI, puisque souvent, nos agents en caisse
reçoivent les applications, mais ne sont pas acteurs, entre guillemets, de la construction de nos outils. Et donc, on l'a mis en place à travers ce projet-là, et on l'a fait après sur d'autres projets. Et tout de suite, ils ont levé la main pour participer aux nouveaux ateliers de travail. C'est quelque chose voilà, très intéressant, et pour nous, ça crée une nouvelle synergie par rapport à cette population-là. Voilà, je crois qu'on a terminé notre présentation, si vous avez des questions. Bonjour. Vous envisagez une migration vers DXP ? Ouais, on avait préparé la réponse quand même. Disons que pour l'instant, c'est pas du tout inscrit, en tout cas sur 2017, voire même sur 2018. Là, le premier objectif, c'est vraiment de monter en charge au niveau des services pour avoir une vraie offre, bouquet de services unifié sur une charte unique. C'est vrai qu'on peut se poser la question après 2018, surtout qu'on est en train de préparer le nouveau schéma directeur. Mais clairement, oui, ça fait partie de la feuille de route, stratégie numérique, branche famille, de voir justement comment est-ce que cette nouvelle version de Liferay pourrait être notre socle, on va dire, unique de convergence sur les différents portails. Ça, c'est clairement à l'étude, mais ce n'est qu'à l'état, je dirais, de pré-étude même, avant de parler d'études même. Je pense que là, il faut qu'on monte en compétences, il faut qu'on montre que les usages, voilà, qu'on fasse un gros retour d'expérience là-dessus, avant d'envisager de passer sur cette version 7.